Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vois que les gens se connectent graduellement à notre rencontre. Alors, je vais quand même débuter au nom du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, et du ministère de l'Éducation du Québec, tous deux partenaires dans le programme d'action concertée du Fonds Société et Culture. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances. Alors, les présentations réunies aujourd'hui traitent de préoccupations liées à la persévérance et à la réussite scolaire. Pour l'une d'elles, nous sommes dans un contexte de formation professionnelle, notamment concernant les services éducatifs complémentaires qui répondent aux besoins des jeunes des centres de formation professionnelle. Puis, pour la seconde présentation, sont ciblés les besoins psychologiques des parents dans l'accompagnement de leurs enfants durant leur parcours scolaire. Alors, vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation. Vous êtes tout près de 260 personnes à vous être inscrites d'horizons divers. En effet, j'ai constaté conseiller, conseillère pédagogique d'orientation, orthopédagogue. Vous êtes à la direction d'école, évidemment enseignante et enseignants. Pour ne nommer que ceux-là. Et donc, ce qui représente une indication claire que les sujets d'aujourd'hui et les résultats des projets de recherche présentés vous interpellent et répondent à un besoin bien concret. Alors, je me présente, Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au FRQSC. C'est avec plaisir que j'animerai cette rencontre. Nous recevons aujourd'hui Nadia Rousseau de l'Université du Québec à Trois-Rivières et Catherine Rattel de l'Université Laval. Je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, technicienne au FRQSC, qui est responsable de l'organisation de cette séance et de son opérationnalisation sur la plateforme de visioconférence. J'en profite donc pour la remercier. Et avec nous également Mylène Jeté, qui est responsable du programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire au ministère de l'Éducation. Mylène Jeté a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice à la période de questions qu'elle relayera aux chercheuses. Donc, au cours des présentations, je vous invite à noter ce qui résonne particulièrement dans vos esprits et fait écho dans votre milieu ou à vos propres pratiques, et ce, en vue de cette période d'échange qui suivra. Donc, oui, chacune des présentations. Vous n'aurez qu'à soumettre vos commentaires ou questions dans la section de discussion que vous pouvez identifier dès maintenant au bas de votre écran. Notez par ailleurs que ces questions ne sont pas partagées à l'ensemble des participantes et participants, mais se dirigent uniquement donc vers les panélistes. Alors, je prends encore quelques minutes brièvement, peut-être pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission du Fonds de recherche du Québec Société Culture. Je me permets donc de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'appuyer financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Et pour ce faire, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs du Québec. Dans le cadre du programme Action concertée du FRQSC, nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires. Ces partenaires qui sont pour beaucoup des ministères, en l'occurrence le ministère de l'Éducation ici, et du secteur privé, donc en souscrivant à nos programmes, adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. Et c'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires orchestrent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, je précise quand même que le Fonds est fier d'être associé au ministère de l'Éducation qui s'implique depuis 20 ans déjà activement dans le soutien à la recherche et en reconnaît l'importance pour éclairer les décisions et les actions gouvernementales au sein de différentes instances et en direction des milieux de pratique concernés.
Alors, la persévérance et la réussite scolaire des élèves et des étudiants et étudiantes du Québec sont au cœur de la mission du ministère de l'Éducation. C'est afin de développer la recherche sur ce thème et de mieux appuyer et outiller les décideurs et les intervenantes et intervenants des milieux scolaires que le programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire a été créé en 2002. Et depuis, plusieurs appels de propositions ont été lancés à la communauté scientifique. C'est précisément en réponse à l'un de ces appels de proposition en 2018 et à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux que la professeure Nadia Rousseau de l'Université du Québec à Trois-Rivières et les co-chercheuses et co-chercheurs formant l'équipe de recherche ont été sélectionnés pour mener à bien le projet soumis. C'est également dans ce même contexte d'appel de proposition que le projet de Catherine Rattel, professeure à l'Université Laval, et les co-chercheuses et co-chercheurs de l'équipe ont été aussi sélectionnés par l'instance d'évaluation. Alors, avant de débuter, je voudrais juste faire un petit rappel. Vous avez constaté que vos micros et caméras sont fermés, compte tenu que vous êtes nombreux à participer à cette activité. On procède ainsi. La présentation est enregistrée, donc à la toute fin, nous ferons suivre un lien pour la diffusion donc de l'enregistrement sur la chaîne YouTube du Fonds. Et donc, chacune des présentations est d'une durée de 30 minutes et sera suivie d'une période d'échange, de questions de 10 à 15 minutes. Alors, nous ferons en sorte de respecter ces durées pour le bénéfice de tous et de toutes. Alors, voilà pour la première présentation. Nous accueillons donc Nadia Rousseau de l'UQTR. J'en profite, je vais présenter Mme Rousseau, mais peut-être aussi à ce moment-ci d'afficher votre présentation. Alors, Nadia Rousseau est professeure titulaire au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est directrice du Réverbère, Réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-être et la diversité, co-responsable du lab RD2, Laboratoire sur la recherche-développement au service de la diversité. Elle est chercheuse régulière au réseau Périscope, qui est le partage éclairé de recherche et d'intervention pour le succès collectif par l'éducation, et à la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. Et ces recherches portent sur la qualité de l'expérience scolaire et la connaissance de soi d'une diversité d'élèves, la pédagogie inclusive et les facteurs clés favorisant la qualification et l'obtention d'un premier diplôme d'un plus grand nombre de jeunes pour qui l'école représente un défi important. Accompagnée de ses co-chercheuses Claudia Gagnon et Chantal Beauché, toutes deux professeurs titulaires au département de pédagogie de l'Université de Sherbrooke, et de Carl Baudouin, postdoctorant et professionnel de recherche à l'UQTR. Ainsi, sans plus tarder, je vous cède donc la parole afin que vous puissiez nous présenter le fruit de vos travaux. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui en ce beau début d'après-midi. Je tiens à souligner que mes collègues qui sont présents, Claudia Gagnon, Chantal Beauché, sont toutes les deux là, des expertes du champ de la formation professionnelle et que Carl Baudouin a aussi beaucoup contribué à ce projet et s'intéresse tout particulièrement aux stéréotypes de genre et à leurs relations enseignant-élève. Il m'apparaissait important. Lors de la période de questions, ils vont se joindre à moi pour la suite et répondre à vos questions. Le plan de présentation, donc, équipe de recherche mobilisée, l'objectif et la démarche de la recherche, les principaux résultats de l'enquête. On va regarder l'offre de services complémentaires qui a été proposée à la suite de la recherche et finalement, les limites et les pistes de recherche.
L'équipe de recherche, on en a déjà nommé une partie. Il ne faudrait pas oublier Corina Bori-Anadon à l'UQTR qui a contribué à la première étape de cette recherche, de même que Stéphane Thibodeau et bien sûr 3 assistantes de recherche qui ont aussi mis la main à la pâte. Le projet de recherche a vraiment misé sur un partenariat étroit, je vous dirais, avec le Centre de services scolaires des premières seigneuries, notamment Nicolas Maheu et Mélissa Laflamme, Julie Caron du Centre scolaire de Sherbrooke, Nicole Malbeuf, Gabrielle Fournier du Centre de services scolaires des Samars, Isabelle Baudouin du Centre de services scolaires de Laval, Marie-Josée Bibeau, Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, Hélène Leduc, la table responsable de l'éducation des adultes du Québec, de même que Linda Saint-Pierre du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec. Au fil de la présentation, je pourrais vous expliquer aussi là, la nature de leur contribution au projet. Finalement, important de rappeler que ce projet-là a vraiment été réalisé grâce à la participation du ministère de l'Éducation et du Fonds de recherche, société et culture et on les en remercie grandement. Ce qui m'amène aux objectifs de recherche. Donc, l'objectif général de la recherche était de répondre aux objectifs dispositionnels, situationnels des jeunes de 16 à 19 ans inscrits à la formation professionnelle pour favoriser d'une part leur persévérance, mais également leur réussite scolaire. 2 étapes ont caractérisé ce projet de recherche. La première étape visait 2 objectifs spécifiques, notamment recenser les services éducatifs complémentaires internes et externes actuellement en place au sein des centres de formation professionnelle du Québec et, en deuxième lieu, vérifier les relations qui pourraient exister entre les services internes et externes au centre de formation professionnelle, la région administrative, l'indice de défavorisation, la zone résidentielle et la taille des CFP. Pour réaliser ces 2 premiers sous-objectifs, on est vraiment dans une démarche de recherche mixte. Donc, il y a eu la constitution d'un questionnaire d'enquête et les boucles d'amélioration se sont faites avec nos partenaires. On voulait être bien certain que l'outil allait parler à nos répondants des centres de formation professionnelle. Ensuite, l'ensemble des centres de formation professionnelle ont été invités à participer à une entrevue téléphonique à l'aide de ce questionnaire d'enquête. Autant le CETREC que la TREAC nous ont aidés dans les stratégies pour aller rejoindre un maximum de participants. Et s'en est suivi l'analyse statistique et l'analyse qualitative des commentaires qui étaient spécifiques aux besoins des jeunes qui fréquentent l'AFP. Au total, c'est 90 centres de formation professionnelle du Québec qui ont pu être sondés. On est quand même très heureux de constater qu'on a à peu près des représentants de l'ensemble du Québec, mais malgré nos efforts, la Côte-Nord n'est pas représentée dans ce qui suit, faute de participants. Je dois vous dire que, je reviendrai tout à l'heure, mais l'enquête, il y a énormément de résultats. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un clin d'œil sur les résultats de l'enquête qu'on pourra présenter. L'objectif spécifique ou les objectifs spécifiques liés à la 2e étape de la recherche, on était davantage dans une autre approche, 2 objectifs spécifiques, soit identifier les services éducatifs complémentaires internes et externes à mettre en place, eu égard à la formation en classe et en stage, susceptible de mieux rejoindre les besoins différenciés des jeunes inscrits dans un centre de formation professionnelle, de même que développer une proposition de services éducatifs complémentaires susceptible de répondre aux besoins différenciés des jeunes en juxtaposant les services actuellement disponibles qu'on a pu recenser dans l'étape 1 à ceux à mettre en place suite à une démarche avec des acteurs de terrain, eu égard à la formation en classe et en stage. Alors, on s'est appuyé pour ce 2e volet-là dans une démarche de recherche qui est participative, mais influencée par les étapes de la recherche-développement. On a donc constitué un comité consultatif interprofessionnel et interrégional composé de 12 acteurs des services éducatifs complémentaires, des CFP de différentes régions du Québec. Lors de ces rencontres-là, il y avait à la fois des réflexions théoriques et pratiques qui étaient initiées par les résultats de l'enquête. Et suite à ça, il y avait cette espèce de juxtaposition à leur réalité terrain en fonction des régions, en fonction des programmes offerts.
il y a eu le développement d'une première proposition d'offre de services éducatifs complémentaires qui a été menée. Suite à cette sous-étape, je dirais, il y a eu la constitution de 6 comités spécialistes, donc qui totalisent 30 acteurs des services éducatifs complémentaires en formation professionnelle. Et ces acteurs-là devaient critiquer l'offre de service initiale en fonction de leur propre champ de compétences et donc amener un éclairage spécialisé. Et suite à ça, il y a eu une nouvelle bonification qui a été resoumise au comité consultatif interprofessionnel et interrégional. Donc, des boucles d'amélioration de l'offre de services. Les principaux résultats de l'enquête, ben, il faut savoir, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je suis juste allée chercher quelques éléments. Il faut savoir aussi que dans le PowerPoint que vous avez à la dernière page, vous avez l'ensemble des liens qui sont cliquables, alors vous pourrez accéder au rapport complet. On voit dans les résultats que les élèves qui ont des besoins particuliers, ça représente 22,3 % des élèves des centres de formation professionnelle. Donc, c'est une moyenne. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on voit que dépendamment des centres, on peut avoir 1% à 80% d'élèves qui ont des besoins particuliers. Et sous la loupe des régions, donc le tableau qui est là est vraiment sous la loupe des régions, on voit que c'est entre 2 à 50% des élèves qui auraient des besoins particuliers quand on regarde non pas par centre, mais par région. Le 50% Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, un CFP qui a été consulté, 29,9 Capitale-Nationale avec 9 CFP qui ont été consultés. Lanaudière, 46,5% d'élèves ayant des besoins particuliers avec 8 CFP de consultés. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment de la grande variabilité entre les régions. Les élèves issus de l'immigration, ça représente, suite à l'enquête, 0,8% à 53% des élèves selon les CFP sondés. Donc, encore là, on a une grande variabilité. Lorsqu'on la regarde sous la loupe des régions, on peut voir Bas-Saint-Laurent, 0,8% et Montréal, avec 18 centres sondés, 53%. Fait qu'on voit bien, là, encore une fois, à quel point la région administrative peut avoir une incidence sur la présence ou non d'élèves issus de l'immigration. Les professionnels nommés par les centres qui offrent des services éducatifs complémentaires, alors on leur a demandé, ce que vous avez là, c'est leur mot, on leur a demandé quels services éducatifs complémentaires sont offerts dans votre centre. Et vous les voyez ici en ordre d'importance, donc conseiller d'orientation qui arrive au premier lieu, c'est ressorti là dans 17,6%, technicien en travail social, orthopédagogue qui arrive en troisième rang en termes d'importance, le nombre de fois que ça a été nommé. Alors là, on va décliner comme ça jusqu'à la fin. Certains professionnels, exemple orthophonistes ou techniciens-interprètes, qui ne sont pas du tout mobilisés dans les centres de formation professionnelle. Les services qui sont offerts à l'externe des centres de formation professionnelle, on voit qu'on est dans des nombres beaucoup plus minces. Hein? On parle de nommer 8 fois versus nommer 1 fois. Mais les partenariats avec la communauté, Carrefour Jeunesse Emploi, services de soins, conseillers pédagogiques, infirmiers, services de dépannage alimentaire, on voit vraiment une variété d'organismes. Ce n'est pas nécessairement toujours le même organisme qui contribue, mais qui sont nommés et donc qui viennent jouer un rôle en soutien aux besoins des élèves. Les secteurs d'activité qui requièrent des services éducatifs complémentaires. Alors, les secteurs qui ont été identifiés comme étant où il y avait encore des besoins, c'est toute la question de l'accueil et l'admission. Donc, les suivis de dossiers, les inscriptions, les étudiants étrangers, la question de l'orientation scolaire et professionnelle, notamment sur les programmes et les métiers, le recrutement et la promotion, le soutien aux enseignants. Alors, on pourrait se dire non, ce n'est pas un service éducatif complémentaire, mais on le verra plus tard. Mais même dans l'enquête, on voyait qu'il y avait une préoccupation et que des professionnels des services éducatifs complémentaires étaient également, pas juste en soutien aux élèves, mais également en soutien aux enseignants. Soutien au développement de stratégies d'études, vie étudiante et toute la question de l'assiduité et donc de la gestion des absences.
Des enjeux qui sont pris à prendre en compte, je devrais dire, là, dans toute la question de la mise en place de services éducatifs complémentaires. Bien, toute cette question entourant la santé mentale fait partie des éléments clés qui ont été nommés: toxiconomie, alcoolisme, suicide, anxiété, problèmes psychologiques, les difficultés liées aux apprentissages. Et là encore, on utilise les mots qu'on nous a donnés: difficultés, troubles, dyslexie, difficultés langagières, raisonnement logico-mathématique, les situations personnelles difficiles, la conciliation, violence, problèmes conjugaux, services de garde, la gestion financière et des défis en lien au comportement. Il y a également des enjeux qui ont été nommés en lien à l'organisation même des services éducatifs complémentaires dans les centres de formation professionnelle. Alors, il semble être difficile de définir les services qui sont nécessaires. On parle d'un manque de financement, mais également de ressources limitées pour répondre à l'ensemble des besoins. On parle aussi de situations complexes. Alors, les services doivent répondre à des situations complexes et qui se sont complexifiées, je dirais, au cours des années. Et je vais aller un peu plus bas: pénurie de certains professionnels. Alors, on voit déjà que c'est une réalité et une grande préoccupation. Toutes ces informations-là et bien d'autres, je vous le disais, ont été le point de départ pour travailler, réfléchir à une offre de services complémentaires qui pourrait servir de balise dans les différents centres de formation professionnelle, qui prend en compte les connaissances issues de la recherche, qui prend en compte les connaissances issues de l'enquête, mais qui prend également en compte les avis, les propositions des acteurs de terrain comme professionnels des services éducatifs complémentaires à travers le Québec. Exception faite de la Côte-Nord, je tiens à le réitérer. Encore une fois, avec le lien, vous aurez accès à l'offre de services complet. Le comité consultatif interprofessionnel et interrégional, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, on réfléchit sur les résultats de l'enquête, les besoins des jeunes de la formation professionnelle, les services actuellement offerts, les services qui devraient être offerts. Il y a eu un regard critique sur une première version de l'offre de services et après un autre tour d'amélioration avec les comités spécialistes, une validation de l'offre de services révisée. Il y a également eu ces fameux comités spécialistes interrégionaux, des réflexions critiques entourant la première version de l'offre de service, alors des rencontres de comités spécialistes, d'échanges qui duraient en moyenne 90 minutes, parfois un peu plus, des comités psychoéducation, travail social, orientation, psychologie, conseillance pédagogique et orthopédagogie. Et ils nous parlaient à la fois du réalisme de ce qui était proposé, des contraintes de leur milieu respectif, des besoins des élèves qu'ils connaissaient et rencontraient, de même que les enjeux et défis rencontrés dans le cadre de leur travail. Un constat important et qui était vraiment inattendu, c'était l'écart important entre les fonctions occupées par les professionnels des centres de formation professionnelle et les fonctions qui étaient attendues de ces professionnels selon les documents cadres en vigueur. Alors, dans l'offre de services, on prend le temps là, de revenir sur certains gestes réservés en fonction des ordres professionnels. Mais tout ça, jamais par mauvaise volonté, loin de là. On parle d'un manque de ressources professionnelles. Donc, certains professionnels sont dans l'obligation de jouer plusieurs rôles. L'offre de services éducatifs complémentaires comprend donc une série de 9 services et une catégorie de services, on peut le voir, regroupe plusieurs services. Alors, il y a un premier volet qui est de l'ordre des services universels, donc offerts à tous les élèves du centre de formation professionnelle. On parle d'un service d'accueil et de suivi des élèves de la formation professionnelle, un service de soutien aux élèves à la formation professionnelle, ce qu'on appelait dans nos mots le kit de base, que tout le monde devrait avoir ça minimalement dans son centre, le service de soutien relatif au stage et à l'insertion professionnelle. Il y a un autre service qui est plutôt en réponse à un besoin spécifique, donc le 4e service, service de renforcement destiné aux élèves ayant des besoins particuliers.
Ensuite, service de référencement en santé. Un référencement en santé mentale et un en référencement en santé d'ordre général. Service de garde, de garderie ou de halte garderie, vous pourriez encore dire que ce n'est pas un service complémentaire, mais c'est un service qui répond aux besoins des jeunes qui fréquentent l'AFP, au même titre que le service aux enseignants n'est pas en soi un service éducatif complémentaire, mais c'est un service qui répond aux besoins nommés et identifiés dans la recherche, qui se divise là, en deux parties, service de recension des écrits et de diffusion de pratiques jugées efficaces, de même qu'un service de soutien à l'enseignement et ultimement qui rejaillit sur les étudiants ou les élèves. J'ai juste placé ici un exemple de comment ça peut se présenter dans l'offre de services. Alors, pour chacun des services, on va décliner dans le cadre d'action l'essence du service, comment il a été pensé, dans quelle optique il a été pensé. Dans ce cas-ci, déjà, on peut vous dire que c'est dans cette idée d'avoir un accès universel, de promouvoir l'autonomie des élèves, aider à leur prise en charge, leur sentiment de pouvoir agir. Et dans tous les cas, la collaboration entre professionnels est mise de l'avant. Pour chacun des services de ces grandes catégories-là, je fais encore juste un exemple. Il y a des tableaux qui vont nous montrer un peu à quel moment tout ce groupe de travail-là estime que le service devrait être offert, quelle est l'intention du service, quels sont les objectifs du service, quels professionnels sont les plus aptes, les plus outillés ou pour qui ça fait partie de leur formation de répondre à ces objectifs-là. Ensuite, on voit l'accès, à qui devrait avoir accès au service et est-ce qu'il s'agit d'un service interne ou externe. Alors, chacun des services déclinés, les 9, vont avoir comme ça des tableaux pour se référer. Il y a plusieurs préoccupations qui invitent à réfléchir, qui invite à poser des questions, mais qui invite aussi à poursuivre la recherche. Alors, ce n'était pas des résultats de recherche attendus, mais dans une activité comme ça de recherche-développement où on est à la fois à identifier quels sont les besoins du milieu, où on échange avec l'ensemble des gens qui travaillent dans l'ensemble des régions là, consultées, bien, régulièrement, la question de conciliation travail-études, les projets de concomitance entre la formation générale des adultes et la formation professionnelle, la formation initiale et continue des enseignants, le rôle de professionnels des intervenants présents dans les centres de formation professionnelle, tout ça a été largement ramené à l'avant-plan. Et pour nous, ces préoccupations-là invitent, oui, à la réflexion, invitent peut-être à poser des actions et là-dedans se trouvent aussi plusieurs pistes de recherche future. Je veux quand même préciser justement que Claudia Gagnon et Chantal Beauchet vont continuer de travailler sur ces données-là pour qu'on puisse aller plus loin avec les résultats que l'on a à cet effet-là, au même titre que moi, Carl, Corinna et Stéphane, on va continuer de travailler les données de l'enquête également, autant quantitatives que qualitatives, pour aller encore plus loin de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Les limites et les pistes de recherche. En fait, dans les limites de recherche, c'est certain que l'étude s'est attardée au point de vue des directions des centres de formation professionnelle à l'étape 1, puis des acteurs des services éducatifs complémentaires des CFP à l'étape 2. Alors, effectivement, une des limites, c'est de ne pas avoir pris en compte la voix des élèves qui reçoivent des services dans le cadre de l'étude. Par contre, je dois dire qu'on a quand même pris en compte la voix des élèves dans d'autres travaux qui ont précédé notre étude, notamment de ceux d'Élisabeth Mazalon sur les élèves de la FP, et où elle voyait aussi là, une différence d'intensité de besoin entre les 16-19 et les 20 ans et plus. On souhaite poursuivre également au niveau de la voix des jeunes dans un processus d'appropriation de l'offre de services éducatifs complémentaires qui a été produite, c'est-à-dire comment faire en sorte que les jeunes
connaissent les services en place, mais pas seulement le service, mais les fonctions et la nature de l'aide qui peuvent leur être données dans des travaux connexes. Souvent, on va voir, j'ai vu la madame de, mais on a de la difficulté à nommer l'intervenant et à bien comprendre sa fonction et son rôle. Fait qu'il y a peut-être un travail à faire là, au niveau des jeunes pour que le plan qui a été développé d'offre de services puisse être retravaillé et servir d'outil à sensibiliser aux différents rôles, à sensibiliser les expertises qui sont disponibles dans leur centre, mais également les sensibiliser à leur rôle dans la recherche de services lorsqu'ils en ressentent le besoin. Le projet visait aussi prioritairement les élèves de 16 à 19 ans. C'est en soi une limite. Je tiens quand même à préciser que de l'avis des gens qui ont travaillé à l'offre de services, les services vont aussi répondre aux besoins des plus de 19 ans, puisque plusieurs des enjeux auxquels on a réfléchi allaient au-delà des 16-19. La région de la Côte-Nord, je l'ai nommée, n'est pas représentée dans l'étude. Au niveau des nouvelles pistes de recherche, alors, considérer le point de vue des élèves de l'AFP quant à leurs besoins en matière de services éducatifs complémentaires à l'AFP, c'est essentiel. Estime-t-il obtenir le soutien nécessaire à travers les services éducatifs complémentaires offerts à l'interne et à l'externe des CFP? Exprime-t-il des difficultés quant à l'accès de certains services en réponse à leurs besoins? Connaissent-ils l'expertise de soutien mise à leur disposition? Alors, 3 grandes questions qui pourraient orienter de nouveaux travaux de recherche. Sur la question des services à l'interne et à l'externe, je dois vous dire également que dans le cadre de cette recherche-là, les services à l'externe, on l'a vu dans l'enquête, mais on l'a vu aussi dans les groupes avec le comité consultatif interprofessionnel. Il y a un besoin d'avoir des services de l'externe, mais il y a un défi dans l'établissement de liens de collaboration durables dans le temps. Ça fait partie donc de la deuxième grande piste de recherche, documenter des exemples de collaboration véritable et durable, je vois qu'il me manque un S, entre CFP et organismes communautaires. On nous a parlé que les collaborations, c'est souvent des collaborations parce qu'on connaît les gens, mais lorsqu'il y a un changement de personnel de part et d'autre, souvent cette collaboration-là ne perdure pas dans le temps. Puis en même temps, on reconnaît l'apport de ces services-là qui répondent aux besoins des jeunes. Un réel enjeu qui a été nommé également là, sur les services externes, notamment en santé, des besoins à cet effet-là. Et rares sont les centres avec qui on a réfléchi, qui disposaient là, d'un médecin ou d'une infirmière en résidence, je vais l'appeler comme ça. Et un des centres où c'était le cas, bien, le service prenait fin avec la retraite de la personne. Fait que là encore, il y a quelque chose là, à questionner. Finalement, documenter les différents profils d'élèves issus de l'immigration fréquentant l'AFP afin de favoriser leur intégration linguistique, scolaire et sociale. On pourrait s'intéresser notamment au statut générationnel, le répertoire linguistique, les expériences scolaires antérieures et voir comment tout ça peut colorer leur expérience d'apprentissage, leur persévérance et leur réussite, en sachant qu'il y a des régions où la réalité de diversité ethnoculturelle est beaucoup plus grande, alors que d'autres régions, c'est vraiment pas un enjeu. J'ai réussi à faire ça dans le temps, donc à peine le 30 minutes, c'était mon grand défi. J'ai peut-être parlé trop vite. Je vais arrêter l'écran et on pourra répondre aux questions. Oui, en effet. Merci beaucoup. On n'a pas lancé le message à tous de nous transmettre leurs questions. Donc, pour l'instant, dans la discussion, il n'y a pas de questions qui ont été transmises. Je vais inviter Mylène Jeté à se joindre à nous. Est-ce que Mylène, vous avez peut-être une question pour lancer l'échange et inciter nos participants et participantes à soumettre leurs commentaires et questions?
Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Non, vous êtes très loin. Micro, je sais pas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, pas du tout. Bien, on a une question, oui. Alors, une question sur l'orthophonie. Je n'ai pas la question complète. Je prends le relais de Mylène. Et un commentaire où je m'intéresse à la francisation ou soutien linguistique en formation professionnelle. Avez-vous remarqué ce type de besoin? Donc, sur la francisation, le soutien linguistique. Je vais y aller de mémoire, mes collègues pourront compléter, mais effectivement, dans les milieux où il y avait beaucoup de personnes immigrantes, il y avait quand même des défis en termes d'accès même au bagage linguistique, mais ce n'est pas la réalité de toutes les régions. Une autre question. Comment cela se fait-il que le plan d'intervention et le portable ne suivent pas en formation professionnelle? Désolée, je n'ai aucun son. Non, c'est sûr, il n'y a pas de son. Alors, est-ce que la question est claire? Bien, sur la question du plan qui ne suit pas, là, moi, je vais pouvoir vous parler du plan qu'on a parlé dans le cadre du projet. Alors, je pense que les gens reconnaissaient que c'était important d'avoir un plan de soutien aux apprentissages pour les élèves. Ça a été abordé, mais il y avait aussi toute cette question d'avoir un accès universel aux services. Parce que justement, si j'arrive pas de plan, mais que j'ai quand même des besoins, bien, ça serait intéressant que j'aie accès aux personnes des services éducatifs complémentaires. Puis ça a été nommé qu'il y avait des défis où le plan du secondaire ne suivait pas rendu à l'AFP, et ce qui renforce l'idée d'être peut-être moins dans la démarche administrative dès l'entrée, puis de s'assurer que tous les élèves peuvent bénéficier des services. Je ne sais pas si Claudia, tu voudrais ajouter quelque chose sur cette question. Et en fait, concernant le plan d'intervention, c'est vraiment à la décision de l'élève. C'est lui qui décide, en fait, s'il veut faire suivre son plan ou non. Donc, ce n'est pas un automatisme là, sur le plan administratif entre l'école secondaire et la formation professionnelle. D'ailleurs, c'est un problème qui a été soulevé aussi là, dans une autre recherche sur les élèves à besoins particuliers en formation professionnelle. Très bien. Je m'excuse, je nomme pas les gens parce que je ne vois pas le nom complet. On demande à connaître la décision consultation sur la part de l'orthophonie en rôle conseil, soutien à l'enseignement. Dans le cadre de l'enquête, l'orthophonie n'a jamais été nommée comme étant un besoin prioritaire. En fait, elle n'a pas été nommée du tout comme étant un besoin. Je devrais être plus global. Puis dans l'ensemble des rencontres qu'on a eues, ce n'est pas quelque chose qui a occupé l'essence des discussions. Très bien. Une question de Claudia Lemaire. Quels sont vos critères pour considérer un EBP en formation professionnelle? Quels sont vos critères pour considérer un EBP en formation professionnelle? C'est les répondants. Alors, nous, chaque répondant, avant la rencontre, avait un avis qu'on allait les questionner sur le nombre d'élèves ayant des besoins particuliers dans leur centre, le nombre d'élèves qui pouvaient se préparer. Alors, c'est les directions de centre, majoritairement, parce que dans certains cas, on a délégué à d'autres personnes là, qui devaient nous donner ces réponses-là en fonction des normes en vigueur dans leur centre-là. Alors, ce n'est pas nous qui sommes arrivés avec des critères autres que ce qui est déjà utilisé. Je crois que Mylène Jeté peut se joindre à nous. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Non? Oui, c'est bien là. Oui, c'est mieux? OK, bon, c'est bon. Alors, on continue avec la question de Mme Mercier. Est-ce que les dirigeants des commissions scolaires volets FP sont informés des résultats de recherche et de la suite à donner pour que tout cela rayonne sur le terrain?
je me permets encore de répondre, mais mes collègues, n'oubliez pas d'embarquer. En fait, nos partenaires, notamment la TREAC et le CETREC, avaient aussi ce souci-là là, de faire en sorte que les résultats soient connus. Alors déjà, nous, chacun des partenaires a eu copie de l'offre de service. Chacun des membres des comités consultatifs interrégionaux, des comités spécialistes, a eu également l'offre de service en espérant que ça allait pouvoir circuler dans leur milieu. Même chose pour la TREAC, qui l'ont rendu disponible à l'ensemble de leurs membres. TREAC-FP. Alors, il y a quand même eu beaucoup de démarches en ce sens, mais on est prêt à toute suggestion pour que ce soit encore plus connu. Je peux ajouter qu'on l'a annoncé sur le site de l'Observatoire de la formation professionnelle du Québec, que ça a paru aussi là, dans l'infolettre de l'Observatoire. Mais bon, maintenant que la recherche est terminée, je pense qu'on peut se pencher justement davantage sur la diffusion des résultats, la diffusion des rapports qui sont facilement accessibles, là, étant donné qu'on a juste à cliquer sur un petit lien. Donc, on pourrait effectivement faire un envoi là, via, entre autres, les coordonnateurs régionaux de la formation professionnelle. Mais on avait, il me semble bien d'ailleurs, à l'Observatoire, on avait déjà fait un envoi aux coordonnateurs régionaux de la formation professionnelle. Donc, je ne sais pas si eux l'ont diffusé après là, aux directions de chacun des centres de services. Ça a circulé abondamment par toutes sortes de voies, là, notamment par celle de l'Observatoire de la formation professionnelle. Il y a eu beaucoup de réactions de conseillers pédagogiques et même d'enseignants là, sur les résultats de cette recherche-là, déjà. Merci beaucoup pour vos réponses. Et j'ajoute à tout ce que vous avez dit le fait que le cadre de référence a circulé aussi au sein du ministère, au sein des gestionnaires qui s'occupent de la formation professionnelle. Donc, j'enchaîne avec une autre question. Moi aussi, je ne vois pas les noms de famille, mais je me lance. J'ai remarqué qu'il y avait très peu de centres de formation professionnelle qui avaient des animateurs à la vie étudiante. Est-ce que la vie étudiante devrait prendre plus de place dans les centres de formation professionnelle pour soutenir la motivation scolaire et la valorisation? Je vais me lancer. Pas tant à partir des données de cette recherche-là, mais à partir de d'autres travaux qui sont faits avec des jeunes, soit à l'AFP, soit à la VGA, où ces animateurs-là sont très, très, très appréciés et sont aussi perçus comme quelqu'un à qui on peut juste aller parler et avoir du soutien également, sans qu'il y ait d'incidence académique, je dirais. Là. Fait que oui, ils devraient être plus nombreux en centre de formation professionnelle, mais je vous dis ça en référence à d'autres projets qui portent sur la voix des jeunes. Je ne sais pas si Claudia Chantal avait d'autres informations à cet effet. En fait, je trouvais ça intéressant la question parce que c'est un élément qu'on a ajouté dans l'enquête nationale qui circule présentement là, auprès des élèves de la formation professionnelle, une question qui a été demandée par une coordonnatrice régionale à l'AFP, justement, à savoir s'il y avait des services, différentes activités, en fait, à la vie étudiante là, dans les centres de formation, si les élèves, ça les incite, si ça les aide justement dans leur motivation scolaire, si ça permet de persévérer dans le centre, etc. Donc, c'est une enquête qui est en cours auprès des élèves dans ce cas-ci. Alors, on va voir les résultats, mais je pense que c'est un souci qui est de plus en plus présent, là, qu'on entend de plus en plus dans les centres de services de la part des directions, de la part des enseignants. Donc, je pense que c'est en voie de prendre davantage de place. Et puis, une dernière chose sur cet aspect-là, je pense que le lien avec le sentiment d'appartenance est assez évident. Puis, dans les recherches et sur le terrain, on voit bien que la force du sentiment d'appartenance pour un programme ou pour le groupe ou pour le centre lui-même a des effets intéressants sur la persévérance et la réussite.
des personnes comme les animateurs à la vie étudiante, mais d'autres types de personnes ou d'autres projets qui sont rassembleurs ont effectivement des effets intéressants. Fait à la question, est-ce que ça devrait prendre plus de place? Ben oui, sûrement. mais plus largement que ça, tous les rôles ou toutes les personnes qui peuvent avoir un effet mobilisateur, les projets aussi, c'est toutes des voies intéressantes en FP ou ailleurs. Merci beaucoup pour vos questions, vos réponses à cette question. Une autre question de Mme Boulay. Pourquoi y a-t-il pas ou peut-être peu de communication entre les travailleurs sociaux, les enseignants et la direction? Dans l'offre de services, on a vraiment mis de l'avant l'importance de la communication et de la collaboration entre les différents professionnels, les enseignants et la direction. Et on le fait à la demande des acteurs qui ont participé au projet et qui nous disaient à quel point c'était nécessaire cette communication-là. Alors, je n'ai pas la réponse du pourquoi. Par contre, on a réaffirmé à quel point c'était nécessaire d'avoir cette posture-là de communication et de collaboration dans le plan d'action. J'ajouterais peut-être, en fait, je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis qu'il n'y a pas de communication. Je pense que dans certains milieux, certains centres, il y a une communication qui fonctionne très bien. Ce qui serait peut-être intéressant, par contre, justement, c'est de documenter comment se font les liens entre les différents intervenants. Dans le cadre d'une autre recherche, la recherche sur les élèves à besoins particuliers, on avait justement discuté quelles sont les pratiques là, de soutien aux élèves à besoins particuliers et dans lequel on a schématisé justement les relations entre les différents intervenants, les enseignants et la direction. Ce n'est pas encore sorti, ce bout-là de la recherche, mais ça s'en vient. Et donc, je pense qu'il faut s'inspirer, mieux documenter les pratiques où il y a une bonne communication, où il y a des bonnes relations qui sont établies pour les mettre de l'avant, les diffuser pour peut-être inciter les autres centres là, où il y a plus de problèmes de collaboration entre les différents intervenants pour toujours s'améliorer. Oui, puis j'ajouterais peut-être aussi à ça la grandeur des centres. Oui. Les gens, en tout cas, qui participaient à l'étude, qui provenaient de centres qui étaient peut-être en région éloignée ou plus petits, les enjeux de communication et de collaboration étaient moins forts, je dirais. Chantal? Oui, en fait, ce que je voulais ajouter, puis ça répond probablement à certains éléments de questions qui sont plus loin dans le clavardage. C'est qu'il y a un centre de formation professionnelle, c'est un système, c'est un microcosme très, très particulier, mais chaque centre est unique et le mode de fonctionnement à l'interne diffère vraiment beaucoup. Fait que quand on demande pourquoi il n'y a pas ça ou pourquoi il y a ça ou pourquoi c'est comme ça, ça ne veut pas dire que c'est comme ça dans la formation professionnelle. Dans un centre, la communication entre différentes personnes va être bonne. Dans d'autres centres, ça va être moins bon. Mais on ne peut absolument pas généraliser ce qui se fait en formation professionnelle en termes de fonctionnement interne. Fait qu'il y a des choses intéressantes qui se font, vraiment des choses remarquables à plein d'endroits. C'est ce dont, entre autres, Claudia parlait juste avant, mais il y a d'autres endroits où c'est plus problématique. Mais pour l'ensemble, on peut pas ou on peut difficilement généraliser les pratiques qui sont en place. Merci beaucoup, Mme Beauchet. Je pense qu'avec votre dernière intervention, vous avez répondu à quelques questions là, qui sont apparues dans le fil de conversation. Et pour le moment, il n'y aurait pas d'autres questions. Je ne sais pas si Geneviève, tu veux passer à la prochaine rencontre ou en tout cas, si les gens ont des questions, là, je pense que c'est le temps d'en poser dès maintenant. Est-ce que je peux me permettre une dernière intervention? Tout à fait. Bien sûr. En fait, peut-être juste vous dire que lorsque
le plan d'action, l'offre de service a été développé avec tout le monde. On souhaite vraiment que ça soit un outil qui puisse inspirer les gens, autant au ministère que les gestionnaires, que les acteurs en soi. Il y a un réel besoin d'avoir une offre de service complémentaire à l'AFP. Il y a un réel besoin d'avoir un minimum de professionnels qui œuvrent dans différents champs. Puis je voyais d'autres messages justement pour éviter qu'un jeune se sente, soit découragé. Je voyais tout à l'heure un message là, d'un jeune qui est découragé pour que cette personne-là ait un accès facile pour avoir réponse à son besoin, même s'il n'y a pas de plan, même s'il n'est pas connu du milieu. Fait qu'il y avait vraiment cette préoccupation-là là, de faciliter l'accès et de la sortir un peu là, de la catégorisation des élèves. Ça m'apparaissait important de le préciser. Et quand vous mentionnez tout à l'heure, finalement, que selon la dimension, le nombre de personnes impliquées là, dans un centre, on a quelqu'un ici qui confirmait que dans son centre, l'organisation des services aux élèves est faite dans un contexte collaboratif, complémentaire, avec gradation des responsabilités, incluant l'équipe de direction, donc que c'était efficace de son côté. Merci pour le commentaire de Liette Béchard. Alors, on pourrait prendre une ou deux autres questions. On a encore un peu de temps devant nous. J'ai envie de réagir peut-être au dernier message qui est affiché concernant la journée porte ouverte à l'EMOAC. On dit pourquoi l'éducation des adultes ne permet pas à ces jeunes en devenir d'aller visiter ce type d'école. En fait, j'ouvrirais plus largement. Pourquoi tous les jeunes au secondaire ne sont pas invités à aller visiter, à aller voir quels sont les métiers qui sont enseignés, étant donné entre autres, la pénurie de main-d'œuvre dans laquelle on est présentement. Il y a des beaux métiers en formation professionnelle avec des salaires très intéressants. Ce que les gens ne savent pas très souvent, ne connaissent pas bien les métiers qui sont enseignés en formation professionnelle. Et justement, dans le cadre des travaux de l'Observatoire, là, on a un comité qui travaille sur le positionnement et la valorisation de la formation professionnelle pour que ce soit valorisé à tous les niveaux. Là. On a beaucoup pensé au Québec pendant plusieurs années et encore aujourd'hui, malheureusement, que la formation professionnelle, elle est là spécifiquement pour les élèves à besoins particuliers, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus pour bien démystifier qu'est-ce que c'est l'AFP et pour que tous les jeunes puissent, et moins jeunes aussi, puissent y accéder et vraiment y trouver la profession, le métier qui leur convient. Voilà. Alors, c'est d'ailleurs la demande que font les jeunes dans un autre projet, justement, en enseignement secondaire. On a rencontré plusieurs jeunes du secondaire régulier, secondaire en difficulté. Ils nous ont tous demandé, permettez-nous d'avoir accès puis de découvrir l'univers des possibles et ne décidez pas pour nous en fonction de notre rendement scolaire. Fait que ce que tu nommes là, les jeunes en font la demande aussi. Oui. Il y a une autre enquête qui va partir bientôt justement sur les perceptions des élèves du secondaire, FGA, FGJ, à l'égard de l'AFP, mais je pense que le frein, on le voyait dans d'autres recherches antérieurement, le frein ne vient pas des jeunes, le frein vient souvent des parents, tel que c'est indiqué qui ne connaissent pas tout simplement l'AFP, par mauvaise connaissance. Voilà. Peut-être rajouter en terminant ces échanges très intéressants qu'il y a quand même des initiatives existantes qui permettent aux jeunes de connaître l'AFP. Ce qui me vient en tête, c'est les Olympiades de l'AFP qui amènent des jeunes du secondaire et même parfois au primaire à faire aller expérimenter certains métiers. Donc, ça existe dans notre réseau présentement. Oui, élèves d'un jour aussi. Bon, il y a différentes initiatives qui sont faites un petit peu partout. Puis c'est ce qu'on souhaite documenter aussi pour donner des pistes à des centres qui ne savent pas comment faire connaître peut-être auprès de différents élèves potentiels. Là, voilà. Et comment ça peut se rendre aussi aux employeurs, aux éventuels employeurs? Parce que je lisais donc qu'il y avait du découragement à l'occasion. Parce que les employeurs avaient des attentes importantes
avec les nouveaux stagiaires, finalement, à des attentes d'autonomie, de grande autonomie. Est-ce que ça se rend vers ces employeurs-là aussi? Il y a quand même beaucoup de travail qui se fait actuellement, là, entre autres avec l'Association québécoise d'alternance travail-études, mais plus dans un contexte où les élèves sont dans un contexte d'alternance, là, pas simplement dans les stages qui sont prescrits à l'intérieur des programmes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire auprès des entreprises pour qu'ils comprennent bien que les élèves qui reçoivent en stage, c'est des personnes qui sont en formation. Donc, ils doivent être là pour les accompagner dans leurs apprentissages et non penser qu'ils vont déjà tout savoir là, du métier en arrivant dans l'entreprise. Mais là-dessus aussi, il y a des très, très belles initiatives là, qui sont faites un peu partout, d'autant plus maintenant avec Voilà. l'alternance accrue ou les stages accrus, la pénurie d'emploi, etc. Donc, je pense que c'est toute une culture de formation qu'il faut développer à l'intérieur des entreprises aussi, puis on y travaille. Dans tous les milieux par ailleurs. Dans tous les milieux, oui. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment. En effet, on va terminer cette période d'échange. Le temps file. Je vous remercie à toute l'équipe avec Nadia Rousseau pour votre présentation, vos interventions. Alors, merci beaucoup, Mylène Jeté. Donc, on va aller dès maintenant à la seconde présentation. Alors, on reçoit donc Catherine Rattel, qui est professeure à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les pratiques parentales et les trajectoires scolaires et vocationnelles. Donc, les travaux de recherche de Catherine Rattel, appuyés par les grands organismes subventionnaires, portent sur le développement scolaire et motivationnel et le rôle des parents comme source de soutien fondamental. Ces travaux plus récents ont démontré l'importance des pratiques parentales pour le développement optimal de l'élève, ainsi que l'importance d'utiliser une approche multirépondante dans l'étude des dynamiques parents-enfants. Catherine Rattel est une chercheuse reconnue dans le domaine de la motivation. Elle a reçu le prix de la nouvelle chercheuse du président de la Société canadienne de psychologie et a été élue au Collège des nouveaux chercheurs et créateurs de la Société royale du Canada. Accompagnée de Stéphane Duchesne, professeur titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval, et de Geneviève Boisclair-Châteauvert, professionnelle de recherche également à l'Université Laval. Alors, Catherine Rattel, la parole est à vous. Je vous laisse afficher votre présentation. Merci beaucoup. Peut-être juste me confirmer que vous voyez bien c'est beau. La présentation. Oui. Excellent. Merci. Donc, je vais pouvoir commencer. Donc, merci de m'accueillir cet après-midi pour vous parler du projet sur les besoins des parents dans le cadre de leur accompagnement scolaire. Donc, projet financé là, par l'action concertée Persévérance Réussite scolaire et par... Oups, ça ne fonctionne pas, juste un instant. Est-ce que ça change d'acétate pour vous? OK. Donc, notre équipe de recherche, on est plusieurs, donc seulement 3 aujourd'hui pouvaient être présents. Donc, mais je veux reconnaître aussi là, la contribution de Julien Bureau, David L'Italien et André Plamondon. Au niveau des partenaires, donc nous avions comme partenaires Haut Potentiel Québec, la Fédération des comités de parents du Québec et le CETREC qui ont été notamment très importants là, dans la sollicitation là, des participants. Donc, ce projet-là porte sur les besoins psychologiques et juste prendre quelques instants pour vous mettre en contexte. Donc, les besoins psychologiques, tout le monde en a. Et ces besoins-là, c'est les mécanismes qui sont sous-jacents au fonctionnement et au développement optimal là, des individus. Donc, on parle du besoin d'autonomie. Donc, on a besoin de sentir qu'on agit par notre propre volonté, qu'on est des acteurs là, dans notre vie et que on est une personne à part entière. Au niveau de la compétence, c'est le besoin de sentir que quand on se met en action, il se produit des conséquences souhaitées
Et au niveau de l'appartenance sociale, c'est le besoin qu'on a de tisser des liens positifs réciproques avec des individus significatifs dans notre environnement. Donc, en termes de qualité plus que de quantité. Donc, on sait par la recherche dans plein d'autres domaines que quand les besoins psychologiques des individus sont satisfaits, la qualité de leur engagement elle est beaucoup plus positive au niveau motivationnel, au niveau de la persévérance. Donc, la question qu'on se posait, c'est de savoir est-ce que la qualité de l'implication des parents dans le suivi scolaire de leur enfant bénéficierait là, de ces besoins psychologiques. Là. Donc, tous les individus les ont, mais on ne les a pas beaucoup étudiés chez les parents. Quand on l'a fait, c'était beaucoup au niveau des nouveaux parents. Donc, lorsqu'ils deviennent parents, l'état de leurs besoins psychologiques. Donc, ici, dans ce contexte-là, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que, effectivement, les parents qui accompagnent un enfant dans sa scolarisation, est-ce qu'il a besoin de se sentir volontaire, d'accompagner son enfant par choix parce qu'il valorise cet engagement-là? Est-ce qu'il a besoin de sentir qu'il est compétent, donc capable de soutenir et accompagner son enfant dans les différentes tâches, que ce soit les devoirs, les leçons, etc. Et est-ce qu'il a besoin de se sentir lié positivement avec son enfant, notamment lors de cet accompagnement? Donc, ici, on a ciblé dans ce projet-là les parents dont l'enfant débute la scolarisation. Donc, ce qui nous intéressait, c'était vraiment le premier cycle du primaire. Et on voulait voir aussi à quel point le fait de prendre en compte certains défis au niveau de l'enfant. Donc, est-ce que le fait d'accompagner un enfant qui a des besoins particuliers, ça venait nuancer un petit peu la manifestation de ces besoins-là? Donc, on avait 3 objectifs principaux. De mieux comprendre les besoins psychologiques des parents dans l'accompagnement scolaire, de voir c'est quoi les déterminants à la satisfaction et l'insatisfaction des besoins, et voir à quel point ça nous permettait de comprendre la qualité de l'implication des parents dans le suivi scolaire. Donc, encore ici, juste réitérer que c'est au primaire, premier cycle qui nous intéressait et en fonction des besoins particuliers. Donc, au niveau de notre approche méthodologique, on avait un volet qualitatif et un volet quantitatif. Au niveau du volet qualitatif, ce qui était planifié, c'était de faire des groupes de discussion auprès de parents. Et on avait commencé jusqu'à temps que la pandémie survienne. Donc, on a dû annuler plusieurs groupes de discussion et on a donc transféré notre collecte en ligne où on est allé plutôt à partir de notre guide de groupe de discussion, poser les mêmes questions ouvertes à des parents. Donc, on a eu 113 parents là, qui ont complété. C'était beaucoup des mères, comme ça arrive souvent. Et on avait beaucoup de personnes plus en deuxième année. On avait une répartition égalitaire là, de parents d'une fille et d'un garçon. Et à peu près la moitié qui rapportaient que leur enfant avait des besoins des besoins particuliers. Donc, le volet quantitatif se faisait sous forme d'enquête en ligne. Donc, on a au début, il y a eu plusieurs éléments qui ont fait que ça a été plus fastidieux à voir l'échantillon qui était souhaité, notre échantillon représentatif. Donc, au début, on a commencé avec un échantillon de convenance qui comportait quand même là, 1017 participants et c'est vraiment via nos partenaires là, qu'on a pu mener là, cette première enquête-là. Notre échantillon représentatif, c'est un échantillon stratifié qui provenait du ministère de l'Éducation. Donc, encore là, ici, 1448. Donc, on a dans les 2 cas des échantillons là, vraiment intéressants. Le premier échantillon a commencé en 2020 et là aussi, la pandémie ne nous a pas aidés. Donc, plutôt que de faire sur l'espace d'une année 2 collectes, ce qui était planifié, voir le changement au cours de l'année, étant donné qu'au printemps 2020, il n'y avait plus vraiment d'année scolaire, on a reporté d'1 an. Donc, il y a 1 an exact entre les 2 points de mesure pour l'échantillon de convenance et l'échantillon représentatif. Ce qu'on a pu faire, c'est vraiment suivre les parents à travers l'année scolaire, donc de l'automne jusqu'à la fin du printemps. On a, pour l'échantillon de convenance, des parents qui sont beaucoup plus privilégiés, un peu moins représentatifs de l'ensemble des parents du Québec à ce niveau-là, plus scolarisés. On a 64 % de mères
et l'âge moyen était de 42 ans. On avait une répartition à peu près égale là, au niveau du sexe de l'enfant, donc 49,51% filles-garçons, et la moyenne d'âge était de 9 ans. Elle était de 9 ans, comme vous allez voir plus loin, là, en fonction des niveaux scolaires. Donc, pour cet échantillon-là, on avait une représentativité peut-être sous-optimale de l'ensemble du Québec. Et au niveau de l'échantillon représentatif, là, on avait vraiment une représentativité là, de l'ensemble des régions du Québec. Ce deuxième échantillon-là est beaucoup plus représentatif au niveau socio-économique. On a 76% de mères, encore là, beaucoup plus de mères que de pères. L'âge moyen était de 38 ans. Donc, pour cet échantillon-là, l'âge moyen des enfants était de 6 ans parce que, vu qu'on a demandé au ministère un échantillon, on a pu contrôler pour le fait qu'ils étaient au premier cycle du primaire. Donc, on avait une répartition égalitaire là, d'enfants qui venaient de première année et deuxième année. Ils étaient représentatifs des élèves du Québec au niveau de la cote IMSE des écoles. Et ce qu'on avait demandé au ministère, c'est un suréchantillonnage des enfants qui avaient des besoins particuliers, donc via la cote ministérielle. Donc, au niveau des résultats, la première préoccupation en lien avec le premier objectif, c'était de voir est-ce que c'est pertinent de s'intéresser aux besoins psychologiques des parents. Donc, est-ce qu'on peut retrouver des manifestations de ces besoins-là? Est-ce qu'ils sont tous manifestés? Est-ce qu'ils sont satisfaits, insatisfaits? Est-ce qu'ils sont frustrés? Donc, ici, vous avez des extraits de verbatim du volet qualitatif. Et là, je ne vais pas vous les lire, vous les avez reçus, là, les présentations. Ce qui est important, ce qui ressort du discours des parents quand on leur demande de nous parler de leur expérience d'accompagnement scolaire, c'est premièrement, chaque besoin est manifesté. Dans leur discours, on était capable de voir des éléments qui venaient toucher l'autonomie, qui venaient toucher la compétence, qui venaient toucher l'appartenance sociale. Et on était capable de voir autant des aspects qui reflétaient la satisfaction des besoins que la frustration des besoins. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en vert et rouge là, pour vous faire le contraste. Donc, ça nous rassurait qu'on n'était pas dans le patate, que de s'intéresser aux besoins psychologiques des parents, c'est quelque chose qui existe, qui se manifeste dans ce contexte-là. Et là, quand on a pris tous les extraits que les parents ont exprimés, ce qu'on peut voir, c'est que c'est beaucoup d'appartenance sociale dont il est question. Quand ils nous parlent de l'accompagnement scolaire, c'est beaucoup de ce besoin-là qu'ils nous parlent. Et quand on regarde au niveau, si on quantifie là, les énoncés, on a 140 énoncés pour l'appartenance sociale versus 74 et 89 pour les autres besoins. Au niveau de la satisfaction, quand ils nous en parlent, c'est beaucoup plus de satisfaction que d'insatisfaction ou encore de frustration. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand on parle de frustration, c'est quand même assez intense. Donc, c'est un parent qui nous parlerait du fait qu'il se sent contrôlé, qui vit de la pression, qui se sent incompétent, qui se sent rejeté ou aliéné. Donc, il y a quand même des parents qui nous rapportent ce genre d'expérience-là. Si on va vers le volet quantitatif, donc je vous rappelle qu'on a 2000, presque 500 là, parents qui ont complété là, nos questionnaires. On voit que dans les deux échantillons, donc à gauche, c'est notre échantillon de convenance, un petit peu moins représentatif et qui va pour des enfants qui sont à tous les cycles du primaire et l'échantillon représentatif pour des parents d'enfants au premier cycle. On voit que c'est quand même le même portrait. Ça se ressemble beaucoup. Et que là, il y a comme deux petites barres à chaque fois, donc c'est le temps 1, temps 2. Donc, entre deux temps de mesure pour l'échantillon de convenance, c'est 1 an. Donc, il passe d'une année scolaire à l'autre, alors que dans l'échantillon représentatif, c'est sur l'ensemble de l'année scolaire, donc de l'automne à la fin du printemps. Donc, on voit un portrait sensiblement le même. Et qu'est-ce qui est rassurant, c'est que c'est beaucoup plus une question de satisfaction que de frustration. Donc, les parents rapporte être plus satisfait que frustré. Le besoin qui est le plus satisfait, c'est le besoin d'appartenance sociale, mais ils nous rapportent quand même vivre de la frustration dans leurs besoins. Et c'est beaucoup le besoin d'autonomie qui est le plus frustré. Donc,
si on prend ensemble les volets quantitatifs et qualitatifs, ce qu'on voit, c'est que oui, les parents sont capables de nous parler de leurs besoins psychologiques. Ces besoins-là d'autonomie, de compétences, d'appartenance sociale se manifestent dans le cadre de leur accompagnement scolaire. C'est une bonne nouvelle de savoir qu'ils sont surtout satisfaits, mais par contre, le besoin d'autonomie est celui qui est le plus frustré. Donc, ça veut dire que les parents vivent la pression. Ils n'agissent pas toujours de façon volontaire et ils peuvent se sentir contraints et obligés dans leur implication scolaire. Donc, comme intervenant scolaire, ce n'est pas le genre de choses qu'on veut entendre. On veut que les parents, leurs besoins soient satisfaits parce que ça veut possiblement dire qu'ils vont mieux s'impliquer. Donc, on voit que le besoin d'appartenance sociale, c'est le besoin le plus satisfait. Donc, on a avantage à miser sur ce besoin-là pour travailler le lien avec le parent et le soutenir dans son implication scolaire. Notre deuxième préoccupation portait sur les déterminants. Donc, qu'est-ce qui fait que le parent, ses besoins d'autonomie, compétences, appartenance sont satisfaits ou qui sont frustrés? Donc, on s'intéressait à des déterminants qui étaient propres aux parents, qui étaient liés à l'enfant et qui étaient liés à l'environnement avec une attention beaucoup plus précise sur l'environnement scolaire. Donc, au niveau qualitatif, ce qui ressort du discours des parents quand ils nous parlent de leur expérience d'accompagnement, c'est vraiment beaucoup des éléments qui sont liés à l'école et sont surtout en lien avec leurs besoins d'autonomie et d'appartenance sociale. Quand ils nous parlent de l'enfant, c'est souvent en fonction de la frustration de leurs besoins. Et quand ils parlent de facteurs qui leur est propre, ben, c'est beaucoup en termes de satisfaction là, que leur discours va. Donc, si on va au volet quantitatif, donc encore là sur un échantillon plus représentatif, des échantillons plus vastes aussi. Donc, qu'est-ce qui fait que leurs besoins sont satisfaits et non frustrés? Bien, ce qui est propre aux parents, ce qui ressort à travers les échantillons, c'est leur vitalité, leur estime de soi positive. Ce qui est plus néfaste, c'est lorsqu'ils vont endosser des valeurs extrinsèques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment lorsqu'ils valorisent des éléments comme le succès, la réussite, l'attirance physique, l'accumulation de richesses, donc des éléments qui sont vraiment externes à eux. Leur trouble d'attention aussi, c'est un facteur qui va brimer leurs besoins. Quand on regarde ce qui est propre à l'enfant, la variable la plus importante qui ressort de façon constante, c'est la compétence scolaire de l'enfant. Donc, les besoins du parent sont beaucoup plus satisfaits quand on a un enfant qui réussit à l'école. Et pour ce qui est des variables de l'école, donc la relation positive avec l'enseignante et le climat d'école, c'est ce qui est le plus important pour contribuer à la satisfaction des besoins des parents dans l'accompagnement scolaire. On a regardé des variables sociodémographiques comme possibles modérateurs. Et qu'est-ce qui est propre à l'enfant? D'une part, on n'a pas de différence de sexe. Donc, les besoins ne sont pas satisfaits ou frustrés de façon différente si on a un enfant qui est une fille ou un garçon. Par contre, au niveau des besoins particuliers de l'enfant, là, il se passe quelque chose. Donc, les parents dont l'enfant a reçu un diagnostic, donc, c'est des parents qui vont plus nous parler de frustration de leurs besoins. Et à l'inverse, quand on a un enfant dit normal, là, qui n'a pas de diagnostic, les besoins ils sont plus satisfaits. Au niveau des caractéristiques du parent, donc on n'a pas de différence de sexe, on n'a pas de lien avec leur âge, avec leur pays d'origine, mais au niveau de leur niveau de scolarité, on voit que les parents qui ont un niveau de scolarité plus élevé ont le besoin de compétences est plus satisfait et il est moins frustré. Au niveau des caractéristiques de l'école, il n'y a aucune relation au niveau de chacun des besoins avec le type d'école. Quand on parle de type d'école, je veux dire privé-public, de la taille de l'école, de la cote IMSE. Donc, ce n'est pas des modérateurs qui, pour ce qu'on a analysé, encore là, on est au début de nos analyses, ce n'est pas des choses qui ont ressorti. Là, en fonction du plus récent appel de proposition là, du Fonds pour le programme Persévérance Réussite scolaire, on a vu que
la communication enseignant-parent, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le ministère en ce moment. Donc, on est allé un peu dans différentes échelles, prendre tous les items qui touchaient un peu la communication pour voir est-ce que la communication enseignant-parent pouvait être liée aux besoins. Et ce qu'on a vu, d'une part, la communication n'était pas liée au type d'école, au sexe de l'enfant, à l'âge, l'origine, au niveau d'éducation des parents. Par contre, on a une différence au niveau du sexe du parent. Donc, les mères vont communiquer davantage avec l'enseignant et les parents dont l'enfant a des besoins particuliers vont aussi communiquer davantage avec l'enseignant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la communication avec l'enseignant était liée positivement avec la satisfaction des besoins d'autonomie et d'appartenance sociale et liée négativement à la frustration de l'appartenance sociale. Donc, pour cette deuxième préoccupation-là, donc on voit d'une part une certaine concordance entre les volets qualitatifs et quantitatifs et les leviers sur lesquels on peut agir comme intervenants scolaires sont, premièrement, en ciblant des parents d'enfants ayant des besoins particuliers parce qu'on sait que c'est ceux-là qui sont les plus à risque au niveau de leurs besoins. Une autre stratégie, c'est en misant sur la qualité du lien avec les parents, donc en utilisant la communication comme une stratégie porteuse et en instaurant dans son école un climat accueillant, facilitant l'implication du parent. Donc, une autre chose qui est importante, c'est de déployer des stratégies qui vont soutenir la compétence scolaire de l'enfant parce qu'on sait qu'un parent, ses besoins vont être plus satisfaits quand son enfant réussit bien à l'école. Notre dernière préoccupation, c'était au niveau du lien entre les besoins psychologiques et la qualité de l'implication scolaire. Donc, quand on parle de la qualité de l'implication scolaire, c'est les pratiques qu'on dit soutenantes. Dans la littérature, il y a beaucoup de recherches qui ont montré que pour le développement scolaire motivationnel de l'élève, ce qui est important, c'est que le parent, d'une part, soutienne son autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il se comporte avec lui parle, il agit avec son enfant, de sorte à lui faire comprendre qu'il reconnaît que c'est une personne à part entière, il va prendre le temps d'une part de lui expliquer pourquoi il lui demande de faire des choses qu'il peut-être n'a pas le goût de faire, qu'il va prendre le temps de reconnaître sa perspective, ses sentiments, donc une certaine empathie, de lui donner l'opportunité d'avoir des responsabilités, de faire des choix selon son niveau développemental, son niveau de compétence et d'éviter toutes les techniques contrôlantes comme les récompenses, les punitions, la pression, la culpabilité, etc. Au niveau de l'engagement, c'est toutes les ressources qu'on donne à son enfant pour lui témoigner qu'on l'apprécie et qu'il est une personne importante pour nous. Donc, c'est beaucoup des ressources émotionnelles, comme passer du temps avec et du temps consacré à l'enfant, ne pas faire 40 choses en même temps, de s'intéresser à ce qui se passe, lui témoigner notre affection. Ça peut impliquer des ressources matérielles, mais ça ne devrait pas être au détriment des ressources émotionnelles. Enfin, il y a la structure. La structure, c'est toute l'information qu'on donne à notre enfant pour lui permettre de rendre son environnement prévisible. Ça, c'est bon pour le développement de sa compétence, de son autorégulation. Donc, on veut voir à quel point ces pratiques-là peuvent être prédites par la satisfaction des besoins psychologiques du parent. Donc, d'une part, ce qu'on a constaté avec nos analyses préliminaires, c'est que les parents rapportent des niveaux quand même assez élevés là, de ces pratiques soutenantes-là et qu'il n'y avait pas de différence de sexe. Donc, le fait d'accompagner un enfant qui est une fille ou un garçon, ça ne changeait pas les pratiques qui étaient rapportées. Et ce n'était pas lié aux besoins particuliers de l'enfant. Donc, les niveaux rapportés ne différaient pas substantiellement entre les parents dont l'enfant a un besoin particulier et les enfants pour qui ce n'est pas le cas. Donc, si on regarde en termes de prédiction, la satisfaction du besoin d'autonomie, donc tout en haut, donc un parent qui se sent autonome, c'est un parent qui va soutenir davantage l'autonomie et être plus structurant. Donc, ça prédit ces deux pratiques-là. Au niveau du besoin de compétence, un parent qui se sent compétent, c'est un parent qui va soutenir l'autonomie et être structurant aussi. Donc, c'est comme si les deux premiers besoins d'autonomie et de compétence, ça prédit ces deux pratiques-là de soutien d'autonomie et de structure.
Au niveau de l'appartenance sociale, lorsque ce besoin-là est satisfait chez le parent, il va manifester davantage d'engagement auprès de son enfant. Donc oui, en termes de prédiction, et on est allé avec des prédictions concomitantes, donc au même temps de mesure, mais aussi avec des prédictions longitudinales. Et c'est effectivement le cas que les besoins psychologiques vont prédire la qualité des pratiques d'accompagnement. On a regardé aussi avec la communication et la communication entre l'enseignant et le parent va aussi soutenir ou prédire chacune des 3 pratiques soutenantes. Donc, le parent va davantage soutenir l'autonomie de son enfant, être engagé et structurant lorsqu'il y a une bonne communication avec l'enseignant de son enfant. Donc, on voit qu'il existe ce lien. Là, on a testé dans un sens, donc entre les besoins comme prédicteurs de l'implication, de la qualité de l'implication scolaire du parent. Et ultimement, on va vouloir tester le lien bidirectionnel avec des modèles longitudinaux et voir aussi l'appariement entre certains besoins et certaines pratiques. Donc, quand on regarde au regard de ces résultats-là qui sont vraiment préliminaires, on a encore beaucoup de travail à faire pour mieux délier là, certains liens longitudinaux et en fonction de plusieurs modérateurs. Ce qui ressort néanmoins à cette étape-ci, c'est l'importance de soutenir le lien positif qu'il existe entre le parent et son enfant dans l'accompagnement scolaire. Le besoin d'appartenance sociale, c'est le besoin qui était le plus soutenu. Donc, on veut conserver ça, mais c'est important de conscientiser le personnel enseignant, d'amener le personnel à soutenir l'autonomie du parent et à éviter toute forme de contrôle. Parce que c'est le besoin qui est le plus menacé là, au niveau des besoins des parents. Donc, il faut aussi encourager le personnel à développer une relation positive de qualité avec les parents des élèves. Et une des stratégies, c'est en valorisant la communication qu'ils vont avoir avec la famille. Et finalement, excusez-moi, d'améliorer le climat de l'école, de rendre l'école plus accueillante pour les parents, notamment en étant ouvert à l'implication des parents au sein de l'école. Il y a beaucoup de ces pistes-là qui sont en lien avec la compétence 10 de la profession enseignante. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que ce n'est typiquement pas enseigné formellement dans les cours suivis par les futurs enseignants. Et ça repose beaucoup sur l'apprentissage qu'ils vont faire en stage. Donc, ça peut varier d'un milieu à l'autre, ce qui peut expliquer une certaine hétérogénéité dans ce qui se passe dans les écoles, qui nous amène aux pistes plus globales ou plus macro. Donc, oui, le ministère reconnaît le rôle fondamental du parent là, comme premier éducateur de l'enfant et les moyens qui sont utilisés pour faciliter la qualité de l'engagement scolaire vont beaucoup se résumer à la participation scolaire, dans la gouvernance scolaire, ce que je veux dire. Donc, c'est plus une participation qui est politique, mais nos résultats montrent que c'est important de faciliter aussi les besoins psychologiques. Donc, à ce niveau-là, de mieux former les intervenants scolaires, dont le personnel enseignant, pour qu'ils soutiennent et non briment les besoins psychologiques des parents de leurs élèves. Il ne faut pas oublier que le parent, c'est l'allié numéro 1 de l'enseignant et c'est en travaillant ensemble qu'on va aider l'élève à se développer à son plein potentiel. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est une formation initiale, premièrement, qui serait bonifiée pour inclure des contenus qui vont outiller sur les stratégies à utiliser pour soutenir les besoins psychologiques du parent, à l'importance de développer une relation de qualité. Donc, au-delà des stages, d'inclure ces contenus-là dans la formation initiale. Et pour le personnel en exercice, c'est de proposer des formations continues qui vont viser les mêmes objectifs au niveau du soutien des besoins psychologiques et de la communication. C'est d'ailleurs un aspect là, que nous allons travailler là, dans les temps à venir, parce qu'on va proposer éventuellement une formation à l'Université Laval, une formation continue qui va inclure là, ces contenus-là. On s'imagine que ça serait beaucoup plus porteur si c'était fait à l'ensemble de la province. Donc, au niveau des recherches futures, ce qui était le projet d'action concertée a eu comme répercussion de pouvoir partir une grande enquête
avec l'échantillon représentatif et nous avons été capables d'aller chercher une subvention fédérale pour nous permettre de suivre cet échantillon-là pour 5 années additionnelles. Donc, au total, on va avoir 6 années avec 2 temps de mesure par année, donc un total de 12 temps de mesure où on va suivre ces parents-là. Donc là, on est en train de préparer le temps 4 de l'étude et dans 2 ans, en fait, on va pouvoir intégrer la perspective de l'enfant. Parce que là, on questionne le parent sur l'accompagnement scolaire, mais on a une perspective. On va vouloir ajouter, à partir de la 5e année, les enfants vont être capables de remplir nos mesures. Donc, on veut ajouter une perspective pour mieux comprendre là, cette relation d'accompagnement. Dans nos pistes de recherche futures, on a généré et on va générer encore beaucoup de données. Donc, il y a plein de choses intéressantes qu'on va pouvoir faire. D'une part, d'identifier des profils de parents en fonction, oui, de variables comme par exemple les besoins particuliers de leur enfant, mais aussi juste la combinaison intrapersonnelle des différents besoins. Est-ce que ça fait une différence d'avoir 2 besoins satisfaits ou c'est nécessaire que les trois soient satisfaits pour avoir les meilleures pratiques d'accompagnement, par exemple? On va avoir, comme je disais, 12 points de données. Donc, de pouvoir faire des analyses de trajectoire longitudinale, ça va nous permettre de départager des phénomènes qui sont intra-année, des phénomènes qui pourraient être inter-année, et de pouvoir identifier, peut-être même dès la première temps de mesure, des patrons qui nous enlignent vers une trajectoire positive ou vers une trajectoire plus négative. On va d'ailleurs aussi pousser davantage l'analyse des besoins particuliers des enfants. Il y a plein de choses là-dedans. Donc, on a des difficultés d'apprentissage, d'attention, on a la douance, on a trouble du spectre de l'autisme, on a plein de choses. Donc là, pour l'instant, on les a toutes mis ensemble et c'est un gros travail de juste ressortir toutes ces étiquettes-là et de pouvoir les regrouper de façon significative là, pour que ça fasse du sens. Et donc, ça va aussi inspirer juste les autres stratégies comme les trajectoires, comme les profils. Et on va tester éventuellement les liens bidirectionnels, notamment entre les besoins et la qualité de l'implication scolaire, mais aussi la direction entre ce qui vient de l'école et de l'enseignant et ce qui vient des parents, parce qu'on peut voir aussi que le parent active des choses chez l'enseignant et dans l'école. Donc, c'est quelques-unes des nombreuses pistes qui vont nous animer dans les années à venir. Une dernière retombée, c'est qu'on a pu concevoir un instrument qui mesure la satisfaction et la frustration des besoins dans ce contexte-là. Ça n'existait pas. On a dû s'inspirer d'échelles existantes, mais qu'on a dû beaucoup adapter avec certains items là, qui étaient pratiquement à recréer. Donc, maintenant, cet outil-là va être... Là, on est en train de finaliser les analyses et lorsqu'il sera publié, on va le rendre disponible sur le site de l'étude pour les intervenants et les parents. Donc, parlant du site de l'étude, donc ici, je vous mets l'adresse. Donc, c'est là qu'on a mis premièrement le rapport pour le fond, le déposer sur le site, mais tous les résultats qu'on va publier vont être disponibles si vous voulez plus d'informations sur la méthodologie, sur l'étude, etc. Et aussi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on publie périodiquement des petits bulletins d'information, des vulgarisations de nos résultats. Donc, sur cette note, je pense que j'arrivais à 30 minutes pile. Je vais m'arrêter. Tout à fait. Merci infiniment, Catherine Rattel. Alors oui, on a déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Puis je vais le rappeler, effectivement, vous allez recevoir le lien vers le rapport final, le lien dans le site du FRQSC, mais également, donc on le voit dans les présentations, là, vous avez plusieurs références qui sont données. Alors, on a quelques questions. Je vais inviter Mylène Jeté à nous les... Alors, on a une première question de Mme Arnois. Avez-vous observé des différences entre les parents privilégiés et les parents moins privilégiés? C'est une bonne question. J'imagine que c'est au niveau plus du revenu que... Ce n'est pas précisé, malheureusement. Peut-être que pourrait Mme Arnois préciser, mais c'est une question qu'elle a posée assez rapidement au début de la présentation, si ça peut vous aider. Oui, ben, parce qu'en fait, on a regardé au niveau du niveau de scolarité, ça va souvent avec le revenu aussi, là. Et c'est pas
c'est pas une variable qui n'était liée significativement là, avec grand-chose. Donc, c'est rassurant, en fait, ce que ça nous dit, c'est que encore là, on a des preuves là, de la validité de cette théorie qui sous-tend nos travaux à l'effet que tout le monde a ses besoins psychologiques, qu'ils soient fortunés ou pas. Donc, pour l'instant, les analyses préliminaires, puis je réitère le préliminaire là, parce qu'on a une masse de données et on a commencé là, à les analyser. Pour l'instant, au niveau de l'éducation, Geneviève, tu pourrais me corriger si jamais je suis dans les patates, là, mais dans les corrélations ou dans les tableaux qu'on a ici, ce n'est pas quelque chose qui ressortait. Catherine, on avait le niveau de scolarité qui était quand même associé avec le besoin de compétences. C'est vrai, ça, je l'ai dit tantôt. Donc, les parents qui sont plus scolarisés se sentent plus compétents, puis leur besoin est moins frustré. Mais ça, ce n'était pas le niveau de revenu. Encore là, on n'a pas une très grande variabilité là, à ce niveau-là dans l'échantillon 1. C'est tous des parents. Quand on parle de niveau de revenu moyen de 100 000 $ et plus, là, on s'entend que ce n'est pas le Québec au complet. Donc, c'est sûr que ça nous restreint au niveau de la capacité à trouver des liens. Donc, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Avec le revenu, je n'ai pas mémoire qu'on en ait non plus. Oui, mais merci. Une autre question. Les parents ont-ils précisé des moyens concrets qui leur permettraient de favoriser une bonne communication avec les enseignants? Ça serait plus quelque chose qui aurait pu sortir dans le volet qualitatif. Dans tout ce que j'ai précisé là, dans les 2 acétates sur la communication, c'était vraiment dans l'enquête longitudinale, dans les enquêtes. Donc, c'était d'aller chercher des items dans quelques échelles qui touchaient la communication. Donc, on a comme bricolé quelque chose pour un peu parler de la communication. On savait que c'était intéressant là, pour le ministère, mais ce n'était pas possible de formuler des suggestions à même le questionnaire. Donc, on n'a pas à ce niveau-là de suggestions, mais dans le volet qualitatif, Geneviève, tu t'en as Oui, bien, j'allais dire, si tu me permets d'ajouter, justement, dans le volet qualitatif, on avait eu la chance de faire un premier groupe de discussion avec, on voulait faire, dans le fond, des groupes les plus homogènes possibles. Donc, on avait réussi à faire un premier groupe qui était avec des mères d'enfants qui avaient une douance, un diagnostic de douance. Puis, un des éléments qui ressortait de ces parents-là, c'était que leurs besoins étaient davantage scientifiques quand ils se sentaient, par exemple, juste compris, écoutés par les enseignants. Donc, ça semblait des fois être un élément quand même simple, peut-être à inclure là, dans ça, mais juste le fait de se sentir accueillis, de sentir que leurs besoins étaient reconnus, que leur enfant, la reconnaissance de la difficulté vécue par leur enfant. Les parents qui ressentaient moins ça, avaient des besoins qui étaient davantage justement frustrés ou insatisfaits. Puis c'est des éléments qu'on a aussi pu voir là, dans le questionnaire justement qualitatif qu'on avait là, en ligne, où on a eu un peu plus de 100 répondants aussi. Là, des éléments qui étaient mentionnés quand les besoins étaient satisfaits. Il y avait beaucoup de choses en lien avec ça, avec la communication avec l'enseignant, mais quand cette communication-là était bonne, on sentait qu'il y avait une relation qui était créée, plus que par le nombre de communication, par exemple, qui était faite, mais plus dans le côté là, de la chaleur, par exemple, dans la relation. Merci beaucoup pour vos réponses. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, j'invite vraiment les gens qui sont avec nous à nous lancer votre question, à profiter de la présence de nos chercheurs qui sont là pour vous répondre. Donc, je vous laisse quelques minutes. Est-ce que je peux me permettre une petite question? Bien sûr. Je n'irai pas comme spécialiste parce que je suis vraiment très loin du domaine, mais disons que une approche parent, en lisant des sections du rapport, évidemment, je n'ai pas lu le rapport au complet, mais il y a une question philosophie ou de culture dans une école pour pouvoir répondre à ces besoins de communication avec les parents. Donc, même si on sait qu'on veut former davantage les enseignantes, les enseignants de ce côté-là, il y en a qui ont ces qualités-là de relations interpersonnelles, c'est naturel, mais ça vient aussi de la direction d'une école, n'est-ce pas? C'est ma question. Et puis, comme deuxième point, je pense beaucoup aux écoles alternatives.
qui ont vraiment orienté tout dans leur relation avec les parents, la participation des parents, peu importe le niveau de scolarité ou le revenu de chacun. Là. Et ça a été un succès, sauf erreur. En fait, oui, parce qu'on a même reçu des appels puis des témoignages écrits de parents d'écoles alternatives pour qui là, ils avaient besoin de nous raconter comment pour eux, c'était particulièrement chaleureux puis accueillant. Puis, donc oui, dans la façon de penser l'école, on voit qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Vous avez raison d'évoquer le rôle de la direction parce que ça va donner la couleur aussi là, à l'école. Donc ça, c'est un élément qu'on n'a pas mesuré comme tel par rapport à la direction. On est allé avec l'école, donc on peut penser indirectement là, que la direction vient nuancer ça. Une des choses qu'on a regardé, que je n'ai pas mentionné, j'aurais besoin de 2 heures pour parler de tout ce qu'on a fait, là, mais c'était le fait de rentrer dans l'école. Donc, il y a des écoles où les parents n'ont pas le droit de rentrer, de circuler dans l'école, alors que dans d'autres écoles, c'est possible et c'est accueilli et c'est bienvenu là, par le personnel. Et quand les parents peuvent circuler dans l'école, ils vont évaluer le climat de l'école comme étant beaucoup plus accueillant, plus positif. Ça, c'est une mesure qui est vraiment simple à instaurer. De pouvoir juste permettre aux parents de rentrer dans l'école, ça permet aussi une communication plus informelle, de pouvoir juste accrocher quelqu'un sur le bord de la porte puis parler, dire « Ah, ben, tu sais, il s'est passé quelque chose dans les deux sens. » là. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait avantage là, à discuter. Et pour ce qui est de l'aspect de l'atteinte de la direction, il ne faut pas oublier aussi que même si la direction encourage la communication et le lien avec le parent, si les enseignants, de façon individuelle, ne valorisent pas ça, qui n'ont pas été formés pour le faire, pour avoir eu des enfants qui sont allés aussi au primaire, à la première rencontre d'année, là, au début de l'année, moi, il y a beaucoup d'enseignants qui me parlaient, qui ont peur des parents. Ça leur faisait peur de les rencontrer tous ensemble, ils ne savaient pas quoi faire. C'est-à-dire qu'on ne les outille pas suffisamment, nos enseignants, pour travailler ce lien-là. Puis, s'ils se sentent compétents à le faire, s'ils valorisent ça, ils vont le faire d'une bonne façon et ça a le plus de chances d'être homogène à travers le système scolaire. Là, on se fie beaucoup sur les caractéristiques individuelles des personnes. Il y en a qui sont super bons, qui sont super bonnes. Moi, j'ai eu des enseignantes de mes enfants où je leur ai demandé, est-ce que je peux t'utiliser comme modèle dans comment on pourrait faire ça. Moi, je pense à la formation continue éventuelle. Il y en a qui sont merveilleuses ou merveilleux aussi. Je ne vais pas être genrée, mais on repose sur des différences individuelles, puis ça ne devrait pas être comme ça qu'on fonctionne comme système. Je ne sais pas si je réponds à vos questions. Merci beaucoup pour la réponse. On a une autre question. Je crois qu'on se demande si les parents d'enfants en formation professionnelle ont été sollicités pour le sondage. La personne dit « Je reconnais bien les statistiques pour le primaire, mais je doute que ce soit pareil pour la formation professionnelle. » Je pense que vous avez compris. Non, ben, en fait, on a ciblé le début de la scolarisation de l'enfant. On n'a pas été au secondaire. On s'est posé beaucoup de questions au début, puis c'était déjà une grosse bouchée à prendre. Donc, on s'est concentré sur le début de l'accompagnement scolaire qu'un parent va faire. On se dit aussi que si on peut mettre en place les bons mécanismes au début, ben, ça peut être porteur pour le reste du parcours, mais là, on a la chance de pouvoir les suivre, ces parents-là. Donc, toute notre cohorte de 1448 parents qu'on peut suivre jusqu'à, là, vu qu'on a comme une répartition première année, deuxième année, il y en a qui vont arriver 1 an plus vite au secondaire, mais on couvre déjà le début de la transition vers le secondaire. Si on est chanceux et qu'on est capable d'aller chercher des fonds additionnels, on aimerait pouvoir les suivre au fil de leur secondaire. Donc, c'est le genre de questions qu'on pourrait éventuellement répondre. Pour l'instant, on n'a pas de réponse par rapport au secondaire ou à la formation professionnelle. Merci beaucoup. Ça serait bien aussi de voir comment ce soutien-là, cet accompagnement-là parental évolue au fil des années. Évidemment, il se transforme
énormément au fur et à mesure que l'enfant vieillit. Donc, on espère, sinon ça serait curieux. Exactement. Alors, on a une autre question ici. Est-ce que l'idée d'inclure un point sur la collaboration famille-école dans le projet éducatif a été pensée? Je suppose que ça veut dire dans le projet éducatif d'une école. Oui, je pense que oui. J'imagine. Ben, tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut venir du ministère de pouvoir, tu sais, encourager les conseils d'établissement à inclure dans leur projet éducatif un aspect sur les parents. Ça peut être intéressant. Puis c'est là dans plusieurs écoles. On n'a pas analysé là, les projets éducatifs des écoles d'où provenaient là, nos échantillons. Donc, il y a de la variabilité à ce niveau-là. C'est très anecdotique. Moi, les écoles que mes enfants ont fréquentées, c'était quelque chose qui était naturellement présent, mais ce n'est pas le cas pour toutes les écoles. Dans ce qu'on a eu comme discours aussi dans le volet qualitatif, on réalise que ce n'est pas du tout le cas dans toutes les écoles, surtout quand on a certaines particularités comme notre groupe là, de parents d'enfants doués, là, où l'accueil des parents n'était pas le même. Et ce n'est pas le genre de données qu'on a là, pour l'instant. Merci pour votre réponse. On a une autre question, évidemment, sur la formation initiale des enseignants. Alors, comment faire pour bonifier la formation initiale des enseignants pour intégrer la relation parent-école? Quelles seraient les étapes à réaliser? Bien, idéalement, ça serait d'avoir au moins un cours, un 3 heures dans un cours universitaire où est-ce qu'on parle de la relation entre la famille et l'école. Ça, c'est très général. Quand on parle de la relation enseignant-parent, on est encore déjà plus spécifique. Moi, je pense qu'on aurait besoin de plus que 3 heures. J'imaginerais un cours d'une session. Je pense que j'en demande beaucoup parce que c'est déjà assez lourd, là, la formation initiale. Mais je pense qu'il faut parler de l'importance de la relation, de l'importance du parent, du rôle qu'eux ont pour mobiliser le parent. Chacun a son expertise. Les parents, c'est l'expert de cet enfant-là et l'enseignant, c'est l'expert de l'enseignement et c'est une relation qui devrait être d'égal à égal. Et de les former sur les différentes stratégies de communication. Puis quand on prend la relation enseignant-parent, ça inclut la communication, mais ça inclut plein d'autres éléments de confiance, qui fait en sorte de reconnaître l'expertise de chacun. Tous ces éléments de la relation, incluant la communication, devraient être couverts dans la formation. Donc, je pense que dans un 3 heures, ça serait déjà beaucoup, mais je pense qu'on aurait avantage à penser à plusieurs heures de cours ou un cours complet sur la relation école-famille, ça serait l'idéal. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, je pense que c'est comme ça que ça va se terminer pour la période de questions en lien avec cette présentation-là. Geneviève, si cela te convient. Tout à fait. Je te laisse poursuivre. Je n'ai rien à ajouter ici. Bon, bien, est-ce que tu veux que je fasse le mot de la fin? Oui. Ah, bien parfait, super. Bien, bonjour encore une fois. Merci vraiment au nom du ministère d'avoir été présent là, à cette activité de transfert des connaissances des recherches qui ont été financées dans le cadre du programme de recherche Persévérance et réussite scolaire. Il y avait plus de 200 personnes qui étaient inscrites aujourd'hui. Je pense qu'on a atteint un pic d'à peu près 138-140 personnes, ce qui est vraiment super intéressant. Évidemment, je veux vous remercier personnellement, les chercheurs, d'avoir accepté, évidemment, d'être présents aujourd'hui, mais surtout la qualité de vos présentations et votre générosité à répondre à nos questions. Je veux remercier aussi Geneviève Godbout et Audrey Asselin là, pour l'organisation de cette activité-là d'aujourd'hui. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, j'invite tous les participantes à s'inscrire à notre liste de diffusion Infotransfert pour être informés de la tenue des prochaines activités.
Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, info-transfert@commercialeducation.gouv.qc.ca. D'ailleurs, je vous avise dès maintenant qu'il va y avoir une activité de transfert le 24 mai en après-midi. 2 projets de recherche qui vont être présentés. Le premier qui porte sur les adultes réfugiés syriens qui font un retour aux études à l'éducation des adultes et un autre qui porte sur des récits de pratiques qui ont été réalisés auprès d'enseignants à propos de la compétence interculturelle et inclusive. Donc, inscrivez-vous à notre liste d'envoi pour être avisé de la tenue de cette activité et pour vous y inscrire. Alors, je vous remercie encore une fois et je laisse Geneviève clôturer la rencontre. Très bien. Merci infiniment. Merci à vous toutes et tous pour votre participation. Donc, je vois dans la discussion qu'Audrey nous a transmis le lien pour l'inscription pour la prochaine rencontre du 24 mai. Alors, dès maintenant, vous pouvez transmettre aussi à vos collègues dans vos réseaux. Et la même chose, donc, lorsque les présentations, l'enregistrement de l'activité d'aujourd'hui sera disponible, allez-y, diffusez plus largement. C'est un besoin qui a été quand même identifié dès le début de la rencontre. Et vous aurez donc les liens vers les rapports, vers la présentation sur YouTube, mais également un petit, bref, vraiment très court sondage sur l'activité d'aujourd'hui. Donc, on vous invite à remplir ce court, je pense qu'il y a 2-3 questions, questionnaire de sondage pour améliorer toujours nos activités, bien entendu. Alors, merci à Catherine Rattel et collègues, et également Nadia Rousseau. Merci beaucoup. Au revoir.